Quand on trouve le bon et la personne avec qui on se projette dans l'avenir, avec qui on a envie de se marier, évidemment, on imagine un petit bout de nous deux, quoi. On veut un enfant absolument et on est prêt à tout. Pendant des années, elles se sont battues pour avoir un enfant. Pendant 2 ans, on a essayé naturellement, sans jamais y arriver. Et là, c'est l'hécatombe. Une conception naturelle n'est même pas envisageable. J'étais une terre stérile. Moi, je vivais que pour ça, je dormais pour ça, je mangeais pour ça. Et c'est long et c'est éprouvant. Mais au sein d'un couple, ce combat laisse souvent des traces. Il n'y a plus beaucoup de spontanéité dans les rapports avec le conjoint et du coup, on prend plus de plaisir et puis forcément, le couple en prend un coup. Quand on a appris la fausse couche, là, on a eu un gros fossé qui s'est installé entre nous. Et c'est quelques jours où on n'a pas réussi à se comprendre parce que justement, pour lui, c'était anecdotique. Pour moi, c'était un deuil. Toute la rancœur du passé est remontée à la surface. On vit dans notre bulle de future maternité. Donc, quelque part, on exclut l'autre aussi. Mais heureusement, parfois, la vie finit par triompher. La petite canaille. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Toute une histoire, c'est avant tout un partage d'expériences et c'est grâce à vous et à nos invités qu'il est chaque jour rendu possible. Merci donc à tous pour votre fidélité. Quand nos invités ont trouvé l'amour, l'idée de le concrétiser par la naissance d'un enfant est vite devenue un projet solide, mais c'était sans compter sur les barrières que la vie allait mettre sur leur chemin. Devenir mère est alors devenu une obsession et dans cette bataille, leur couple est souvent passé au second plan. Alors sont-elles parvenues à réaliser leurs rêves sans perdre leur amour? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous raconter aujourd'hui. Et puis juste après, nous prendrons des nouvelles d'Alain et de Maria dans l'histoire continue. Mais d'abord, faisons la connaissance de Marie qui ne sait plus très bien où elle en est aujourd'hui. Bonjour Marie. Alors Marie, vous nous posez beaucoup de questions en ce moment, des questions qui restent sans réponse et c'est pour cela que vous êtes venue sur notre plateau. Vous êtes dans quel état d'esprit depuis quelques mois? Un petit peu entre deux feux, perte d'espoir, envie de se battre. C'est vraiment très compliqué. Le combat pour avoir un enfant, c'est jamais forcément évident. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. C'est jamais facile. Donc votre couple est à rude épreuve. Jérémy, votre conjoint, n'a pas pu témoigner à vos côtés aujourd'hui pour des raisons professionnelles, mais il aurait aimé être là pour faire le point avec vous. On va revenir au début de votre combat pour comprendre par quelles étapes vous êtes passés tous les deux. De quelle manière avez-vous pris conscience qu'avoir un enfant ne serait pas aussi simple pour vous que vous ne l'aviez imaginé? En fait, tout a commencé en juillet 2010. Après avoir eu une réponse négative à un test de grossesse, on s'est dit qu'on avait envie d'être parents. Donc à partir de là, on a commencé à essayer d'avoir un enfant, mais sans succès. Pendant 2 ans, on a essayé naturellement, sans jamais y arriver. Et puis, on est allé voir un gynécologue qui m'a fait une échographie et qui s'est rendu compte et qui m'a appris que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystés, une explication peut-être directement avec Amina? Oui, c'est une des maladies qui causent des infertilités qui sont les plus fréquentes. En fait, c'est un défaut de capacité des ovaires de produire des ovules. Et donc, les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, elles ovulent très mal. Et donc, leur probabilité, leur chance d'être enceinte spontanément est relativement faible. J'imagine qu'il vous a donné cette explication. Voilà, oui. Et donc, vous avez encaissé la nouvelle comment, sur le coup? Pas bien, forcément, quand on nous apprend qu'on va avoir du mal à avoir un enfant, en sachant que ça fait déjà 2 ans qu'on essaye sans succès. C'est dur à encaisser quand on se dit qu'on va probablement devoir passer par une stimulation ou une insémination ou une fécondation in vitro, voire l'adoption. C'est toujours compliqué à... Il n'y a pas de traitement envisageable?
Pour les ovaires polykystiques, si, justement, une stimulation ovarienne. C'est le traitement que j'ai suivi par la suite à base de piqûres, d'hormones, pour aider les follicules à grossir, en fait, et pour ovuler. Donc, hormones, donc ça veut dire évidemment des conséquences sur le corps, sur le moral, sur la santé. Voilà, déjà, le corps, lui, est marqué par les injections. Moralement, c'est dur à vivre parce que ça peut prendre 15 jours avec des échographies tous les 2 jours. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, jusqu'à faire après la dernière piqûre pour pouvoir ovuler. Et puis après c'est des rapports programmés pendant tant de temps, tant de fois, et jusqu'à ce que ça marche. Et c'est long et c'est éprouvant. Donc, il n'y a plus beaucoup de spontanéité. Voilà, il n'y a plus beaucoup de spontanéité dans les rapports avec le conjoint, et du coup, on ne prend plus de plaisir, et puis forcément, le couple en prend un coup. J'imagine que vous avez conscience de ça, vous en parlez tous les deux? Oui, on en parle. Vous vous éloignez progressivement sans... Non, on communique beaucoup, on communique énormément entre nous. Ouais. C'est un des moteurs de notre couple, oui, et puis mon conjoint est très positif. Vaille que vaille, lui, il y croit, donc c'est lui qui me pousse en fait à continuer. Voilà. Hein. Bon, vous nous raconterez tout à l'heure la suite de votre combat. On va d'abord demander à Amina ce qu'elle pense de votre témoignage. Je crois que c'est un témoignage qui est très éloquent, effectivement, sur le parcours des couples peu fertiles ou infertiles. C'est que ça reste difficile, d'abord c'est une mauvaise nouvelle que d'apprendre qu'on n'est pas fertile quand on a l'intention de faire des enfants. Et ensuite, c'est vrai que en fonction des raisons pour lesquelles le couple n'est pas fertile, la diversité des traitements est assez importante, et quoi qu'il en soit, au bout du compte, la prise en charge n'est pas light. C'est toujours éprouvant, et effectivement, il y a la question du fait que nous, on s'immisce beaucoup dans l'intimité du couple, que les rapports sexuels doivent être cadencés, calibrés, chronométrés. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile à supporter. On appelle un tue-l'amour. Voilà. Un tue-l'amour, ça c'est sûr. Un tue-l'amour. C'est ça. Ouais. Alors, plus largement, et pour que tout le monde comprenne bien, quelles solutions s'offrent aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants de manière naturelle ? Alors, on a recours à ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, qui est tout un secteur de la gynécologie qui comprend différents types d'interventions. Les plus légères, tout simplement l'insémination du sperme dans l'utérus de la maman, jusqu'à sa partie la plus complexe qui consiste à faire une fécondation in vitro, c'est-à-dire prélever du sperme un ovule de la maman, faire une fécondation dans une éprouvette et puis réimplanter le ou les embryons. Et donc, à l'intérieur de ça, on a tout un panel de possibilités, et qui est très dépendante de la situation de chacun des 2 partenaires du couple. Et on fait nos choix en fonction, qui d'ailleurs ne sont pas toujours les mêmes pour un couple. On peut changer dans le temps, on fait un choix pendant 6 mois, on voit qu'on échoue, on décide de faire autrement. Enfin bon, voilà. Et nous, on a toute une série de critères médicaux pour faire des choix qui sont optimaux. Au niveau du couple, les conséquences ? C'est-à-dire que je dirais que ça dépend un peu des couples. Il y a des couples qui... je dirais que ce qu'il y a de très paradoxal dans l'infertilité, c'est que précisément les couples sont obligés d'être confrontés à la question de pourquoi vous voulez un enfant, pourquoi faire, pour aller où, jusqu'où vous n'irez pas. Alors que quand vous regardez un conjoint avec qui les choses se passent naturellement, à la limite, on ne se pose aucune question. Et alors, il y a des parents qui sont extrêmement réfractaires à se poser autour de ces questions, et on peut les comprendre. Et en même temps, moi, plus j'avance dans mon travail, plus je vois les couples fonctionner, plus je me dis qu'en réalité, c'est peut-être une belle opportunité que d'avoir à se poser ces questions. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile d'ouvrir cette porte, parce que quand on a envie d'un enfant, on n'a pas envie de commencer à se demander pourquoi. Alors, on va ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Quand la cigogne tarde », un titre qui fait écho à l'histoire de Karen, que nous allons découvrir tout de suite. Bonjour Karen. Bonjour. Comment vous réagissez au témoignage de Marie, Karen ? Je m'identifie complètement à Marie, puisque je souffre du syndrome des ovaires polykystiques moi aussi.
Polykystique, ça veut dire qu'il y a des kystes? Oui, il y a plein de petits kystes, c'est-à-dire que tous les follicules qui sont prêts et prêts à maturer pour faire un ovule tous les mois, en fait, ils sont très nombreux, ils sont relativement volumineux, donc nous, on les voit très bien à l'échographie. Et paradoxalement, ils ont beaucoup de difficultés à arriver à la maturation d'un ovule et aboutir une ovulation. En plus, ça doit faire mal, non? Ça doit être douloureux? Non, c'est pas douloureux. Les femmes n'ont pas beaucoup de symptômes. Celles qui sont le plus accablées, elles ont des cycles extrêmement irréguliers. Pas du tout. Ou voire pas de règles du tout. Et alors, c'est souvent une découverte au début de leur vie sexuelle. Les femmes ont 15, 16, 17, 20 ans. Le cycle est irrégulier, voire pas de règles du tout. On fait un bilan, on trouve rien de spécial. On les met sous pilule de toute façon parce qu'elles vont avoir un petit copain et pas l'intention de faire des petits. Et puis le jour où elles arrêtent la pilule parce qu'elles ont bien l'intention d'être enceintes, alors là, il n'y a pas de cycle ou un cycle très irrégulier et on s'interroge et on finit par tomber sur cet événement éventuel. Alors, donc, vous avez été mise à ce moment-là sous traitement hormonal, mais votre situation s'est encore compliquée d'une manière inattendue. Quels nouveaux paramètres vous a fait douter de la suite? En fait, avant d'attaquer les stimulations hormonales à proprement parler, comme Marie, ma gynécologue nous propose évidemment une formalité, un spermogramme. Puisque pourquoi stimuler les ovaires pour rien si le sperme montre un petit problème? Donc mon mari se plie au spermogramme tout de suite, sans problème. 10 jours après, le résultat nous revient. Et là, c'est l'hécatombe, c'est 99% de forme atypique. Donc oligo, asténo, tératospermie. Donc des spermatozoïdes mal formés, pas suffisamment nombreux et avec un manque de vitalité. Donc une conception naturelle n'est même pas envisageable. Donc ça faisait beaucoup, quoi. Les deux combinés, j'imagine que ça faisait beaucoup de... Ouais. Là, mon monde s'est effondré, quoi. Ouais. Donc là, ça voulait dire que vous n'aviez aucune chance d'avoir un enfant de manière Concrètement, naturelle. voilà. D'accord. Donc là, effondrement psychologique. Ah oui, ça reste un des pires jours de ma vie, cette annonce. Et lui, comment a-t-il réagi? Le déni total. C'est fréquent, il paraît. Le déni total. Le laboratoire s'est trompé. De toute façon, on va en faire un et tout ira très bien. D'accord. C'est vrai. Ou pas. Bon. Alors, comment ça s'est enchaîné? On a été, encore une fois, grâce à cette gynécologue, aiguillée très rapidement dans la PMA. Premier spécialiste qu'on a vu, qui n'allait pas dans mon sens de femmes trop entières et trop pressées. La spermatogénèse peut tellement varier, on va attendre 3 mois sans rien faire et refaire un spermogramme. Bon, ça faisait à ce moment-là 9 mois qu'on essayait. Moi, j'avais pas envie d'attendre encore 3 mois. Donc, on est allé dans un autre centre, plus grand, qui là nous a pris en charge tout de suite. Et donc, on a attaqué les investigations un peu plus poussées. D'accord. Alors, dans ces cas-là, on fait faire quoi? C'est des cariotypes, différents examens au niveau de l'utérus, des ovaires, des trompes. Est-ce que les trompes sont bouchées ou pas? Vous êtes devenue incollable sur le Je suis sujet. professionnelle. C'est ça, ouais, on devient ouais, parce que là, les femmes, elles ont besoin de savoir quand même ce qu'on leur fait. C'est pas des examens agréables. Il y en a certains qui sont douloureux. Il faut y aller tel ou tel jour du cycle. Enfin, les femmes ont absolument besoin de comprendre. D'ailleurs, c'est extrêmement pénible. Les femmes qui veulent pas comprendre ou qui objectivement n'arrivent pas à comprendre, c'est compliqué parce qu'en plus, ça demande, il faut aller faire les examens tel jour, tel autre jour, ne pas y aller à tel moment. Nous, on a besoin d'avoir la collaboration dynamique des patientes, oui, c'est clair. Et le mari, lui, il est sorti de son déni? Doucement. Doucement, ouais. Il était là avec moi, il savait que c'était important pour moi. Lui, c'était pas un besoin urgent, bon. Mais si j'étais à fond dans ce parcours-là, il était avec moi. Les examens, il les a fait sans problème. Et pourtant, il y a eu quand même quelques désaccords entre vous? Par la suite, oui. Pourquoi? Sur quoi? Parce que moi, c'était un besoin viscéral. C'était maintenant, tout de suite. C'était on y va, on attaque, parce que ça fait bientôt 1 an qu'on essaye. Et je peux plus bientôt croiser une femme enceinte dans la rue sans... Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? J'avais 26 ans. 26 ans et l'envie, le rêve d'être mère depuis 16-17 ans. C'est vrai que c'est pas très âgé non plus. Non, pas du tout. Mais c'est ça qu'on me disait souvent dans ce parcours, qu'on me dit souvent. Ouais. Ça va, t'as le temps, t'es jeune. Mais c'est tellement subjectif comme idée. Je peux avoir envie depuis 6 mois, mais je peux en avoir envie depuis 10 ans. Et c'est vrai, quand on me dit ça, c'est pas évident de faire comprendre aux gens que oui, 26 ans, 27 ans, le désir, il est là depuis 10 ans et il est fort. Alors, donc, vous avez suivi un vrai protocole, un traitement difficile, douloureux. Racontez-nous. Donc, c'est une fécondation in vitro, ICSI, puisque vu le nombre de spermatozoïdes typiques. En fait, quand le spermatozoïde est de bonne qualité, pour aller dans l'ovule, il faut qu'il soit bien
tonique, mobile, vigoureux, tout en bonne forme, pour franchir la coque de l'ovule et le pénétrer et aller déposer tous ces chromosomes dans ceux de l'ovule. Déjà, ils sont très nombreux au départ. Ils sont hyper nombreux pour pouvoir arriver au bout du compte. Mais alors, vous voyez que le mari de Karen, ni il les avait nombreux, ni il les avait mobiles, et le peu qu'il y en avait, ils étaient mal formés. Donc avec ça, voilà. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recueille le sperme, et au laboratoire, il y a des techniciens qui trient les spermatozoïdes anormaux des spermatozoïdes normaux. On n'en réserve qu'une toute petite partie. Et ils dopent les derniers ? Non, on ne sait pas les doper. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est que nous, avec une pipette, enfin toujours les techniciens de labo, ils vont avec une petite pipette à l'intérieur de l'ovule mettre directement le spermatozoïde dedans pour lui éviter d'avoir à franchir, parce que là, il n'y en a pas assez nombreux, justement, pour se bagarrer là autour, voir lequel va y aller. Et ça s'appelle une injection intracytoplasmique. Donc, ça a donné quoi, cette première... fécondation in vitro avec ICSI. La stimulation était très difficile parce que le syndrome dont nous souffrons, Marie et moi, c'est un problème très courant, mais qui devient très problématique en cas de stimulation puisqu'il y a risque d'hyperstimulation et diverses complications. Je les ai toutes eues. Ouais, donc en fait, paradoxalement, comme il y a plein de follicules dans l'ovule, mais qu'il n'y en a aucun qui arrive à maturation, on donne des hormones pour simuler une fausse imprégnation hormonale. On est obligé d'y mettre des doses très fortes parce que c'est des ovaires qui sont très résistants, ils ne comprennent pas grand-chose. Alors comme ils ont plein d'ovules en réserve, alors là, quand ils ont compris, c'est parti, puis ils en stimulent 15-20 d'un coup. Alors nous, on se retrouve avec 15, 20, 30, 40 follicules près, et ça, des fois, ça fait des complications majeures aux mères. Ouais. Et donc, ce sont des stimulations qui sont très, très dures à gérer. Et justement, chaque jour, j'allais au centre pour faire une prise de sang, une échographie. Et chaque jour, il y avait la menace qu'on annule tout le protocole parce que je flirtais avec l'hyperstimulation et que j'avais les ovaires comme des oranges et que c'était une douleur pas croyable. Et en dehors des examens, il fallait rester allongé parce que justement, apparemment, l'effort physique stimule encore plus le processus. Voilà. Donc, 2 piqûres tous les soirs à heure très fixe. Rester allongé toute la journée, sauf pour aller donc à Marseille, passer 3-4 heures, parce qu'avec le monde qu'il y a, c'est long et c'est pas évident. Et donc, tous les jours, j'imagine une prise de poids. Oui. Les humeurs. Les humeurs, ouais, c'est Une ça. demi-heure après la piqûre, j'étais joyeuse comme pas possible. 1 heure après, j'étais en larmes et je dormais pas de la nuit, quoi. Et le lendemain, au travail, bonjour. Le lendemain, il faut donner le change, surtout. C'est ça qui est en plus difficile dans tout ce parcours-là, c'est que pas grand monde est au courant. Donc, ça fait beaucoup, ouais. Les jours qui ont suivi l'intervention, comment ça s'est passé ? Déjà, le jour de la ponction, on a pu me prélever simplement que 2 ovocytes matures, puisque j'avais un protocole antagoniste. Donc, on bloquait, on stimulait en même temps. Donc, parce que normalement, on en prélève plusieurs ? On prélève au maximum. On essaye d'en prélever le maximum pour obtenir le plus grand nombre d'ovules de qualité et en féconder le plus grand nombre pour espérer avoir. Donc déjà, on m'annonce que j'ai que 2 ovocytes. Après avoir fait toutes ces piqûres, ça a duré combien de temps le traitement ? Un peu plus de 2 semaines. La préparation. Ouais, un peu plus de 2 semaines et ensuite l'opération pour prélever les ovocytes. Donc déjà, on m'en annonce que 2. Avec toutes mes recherches, j'espère avoir au moins un embryon, n'avoir pas fait tout ça pour rien. Et le week-end se passe où on vous dit rappelez lundi et puis vous saurez si vous avez un embryon et si le transfert se fait. Donc le week-end un peu difficile. Le lundi, j'appelle, tout se passe bien, le transfert a lieu, donc c'est super. Et les 15 jours qui ont suivi, là, j'ai perdu la raison complètement, quoi. Parce que beaucoup de personnes vous disent n'y pense pas, on t'a implanté ton embryon, vis normalement. C'est la seule chance que j'ai d'avoir un enfant, je ne vais pas vivre normalement, c'est pas possible, quoi. Du coup, j'ai vraiment perdu la raison pendant les 15 jours d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je cherchais tous les symptômes possibles, imaginables. Au bout d'1 semaine, j'avais des blancs d'estomac, je commençais à psychoter sur une grossesse. Je me palpais les seins toute la journée, est-ce qu'ils sont endoloris ou pas ? À force de les toucher, ils le devenaient. J'ai fait des tests de grossesse trop tôt. Ah non, mais j'ai était donc négatif, donc vous étiez déprimée. Voilà. J'ai beau savoir qu'à 1 semaine après la ponction, c'est impossible d'avoir un test positif. J'étais devant ce test négatif, mais c'était la fin de ma vie, quoi. J'étais au fond du trou. Terrible. Similaire, parce que c'est... Ah ouais. C'est exactement la même chose. Encore là, la semaine dernière, j'ai fait un test. Ouais. Je savais que c'était trop tôt, mais je l'ai fait quand même. On le sait, négatif. Et je me dis, mais bon, c'est fait trop tôt, je vais retenter. C'est pas grave. C'est comme si ça devenait une addiction et qu'on ne pouvait pas s'y soustraire, quoi. Moi, je vivais que pour ça. Je dormais pour ça, je mangeais pour ça. Et je passais mes journées à faire des recherches. Et
sur les forums, etc. Ouais, c'était vraiment... Et puis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quoi? 2 semaines? 10 jours. 10 jours. N'y tenant plus, Ouais. j'achète le fameux test précoce. En me disant, justement, je dépense 10 € pour rien. Ouais. Et là, j'en peux plus. Si c'est négatif, ça n'anéantit pas mes espoirs. Si c'est positif, je souffle un coup, il faut que je sache, quoi. Donc, on se lève avec Fabien, je fais mon test, je le pose dans un coin parce que je me dis, t'es complètement nul. Ça sert absolument à rien. Et puis, je reviens et je vois en toutes lettres enceinte. Voilà. Après toutes ces galères, première tentative, je suis enceinte, c'est un miracle, c'est pas possible, quoi. Je me dis, finalement, ça fait à peine un peu plus d'1 an qu'on essaye, on va rester dans la moyenne des couples pour la conception. Après tout ça, c'est génial, enfin, super. Donc, vous avez dû faire une prise de sang pour confirmer le résultat. Je fais une première prise de sang, donc le taux évolue normalement. J'en refais une seconde 48 heures après pour vérifier l'évolution du taux. Moi, hyper confiante, hyper renseignée, j'avais repéré de combien devait être le taux sur les sites internet. C'était le jour de nos 3 ans, donc je me dis, en plus, ça lui fera un joli cadeau ce jour-là, à mon homme. Et quand j'appelle le laboratoire, on m'annonce que le taux s'est effondré. Et que j'ai fait une fausse couche. Voilà. Fausse couche, donc là, morale à 0. Plus qu'à 0, ouais. Ouais, c'est terrible. Ouais. Parce qu'on investit vite. Ouais. Hein, Moi, j'étais déjà maman. Mes embryons, encore au laboratoire, c'était déjà mes bébés. Je les appelais mes bébés. Et on avait passé le week-end à se projeter. On se dit, après tout ce qu'on a passé, on va pas être la grossesse sur 4 sur 5 qui va se terminer. J'y pensais pas une seconde, quoi. Vraiment pas. Donc, ça a été la plus grande claque de ma vie. Et lui, comment a-t-il réagi? Je l'ai appelé complètement effondré dès que j'ai eu le résultat. Lui, il a eu mal pour moi. Mais après, c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine. C'est pas grave, c'est pas une perte pour lui. Il est resté positif. Positif, et puis même plus que positif, à la limite, avec beaucoup de recul. C'est pas grave. Première tentative, un coup pour rien. C'est rien, quoi. J'imagine que vous n'avez pas compris sa réaction, parce que vous étiez déjà attaché à votre enfant. Moi, j'ai perdu mon enfant. Ça. J'en ai voulu à la terre entière, et en particulier à lui, puisque 3 jours après, tout allait bien. Il sifflotait dans la cuisine, impeccable, tout va bien. Est-ce que vous lui avez dit ce que vous ressentiez? Ça a mis quelques jours à réussir à cracher tout ce que j'avais sur le cœur. Et c'est quelques jours où on n'a pas réussi à se comprendre, parce que justement, pour lui, c'était anecdotique. Pour moi, c'était un deuil, malgré tout, même si c'était une grossesse très récente, c'était vraiment un deuil. Donc ça a été difficile, et il a fallu vraiment se poser et lui dire comment je ressentais les choses, pour qu'il arrive à se livrer, à me dire, bah ouais, mais je peux pas me forcer à avoir mal. Alors, je suis assez fascinée par vos boucles d'oreilles à toutes les deux. N'est-ce pas? Oui, on a le même fournisseur, je pense. On a plumé les mêmes bestioles. Voilà. C'est étonnant, c'est un rapport, c'est un lien avec Non, votre absolument pas. Pas du tout. Non, c'est que nous sommes des femmes de goût, je sais pas. Bon. Alors, vous avez continué le combat, vous nous raconterez tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons saluer Perrine. Bonjour. Perrine, vous aviez quel âge lorsque vous avez su que vous étiez stérile, et surtout, dans quelles circonstances l'avez-vous appris? Alors, c'est complètement différent. Moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai appris que j'avais une leucémie. Donc, j'ai été soignée à Paris, après plusieurs cures de chimiothérapie, en fait. Je devais normalement guérir, sauf que les cures de chimiothérapie n'ont pas fonctionné. Et à la fin, on m'a dit, bon, il va falloir envisager une greffe de moelle osseuse. Et cette greffe entraînait une stérilité qui était due au traitement que je devais subir juste avant la greffe. En fait, j'ai été irradiée sur tout le corps, très très fort. Donc mes ovaires ont grillé au passage. Est-ce qu'avant de vous irradier, on vous a proposé de vous prélever des ovaires? Exactement, oui. Alors avant de m'irradier, on m'a dit qu'il y a une technique qui ne fonctionne pas encore. C'était il y a 13 ans maintenant. On peut vous prélever un tissu ovarien, le congeler et le garder pour plus tard, au cas où vous voulez des enfants, le regreffer et puis essayer de créer... on va juste avoir un complément d'information. On ne prélève pas un ovaire, je dis n'importe quoi. Oui, on prélève un morceau d'ovaire. Non, c'est pas si faux que ça. On prélève plus facilement, communément, des ovules. On stimule l'ovaire, il produit des ovules et on prélève les ovules. Donc on fait ça dans certaines formes de chimiothérapie avant de se lancer. Et on garde les ovules
en congélation à l'azote liquide et puis on les décongèlera le jour où la femme se retrouve en couple éventuellement. Bon, ça pose pas mal de problèmes éthiques et techniques d'ailleurs, mais enfin ça peut se faire. Il y a aussi des situations où si les femmes ne sont pas en couple, on peut leur proposer, on a proposé ça tout un temps, au début des années 2000 en effet, c'est carrément de faire une petite biopsie de l'ovaire, du tissu, on le congelait en pensant qu'on avait une capacité et de les décongeler et de les réimplanter aux femmes et de les restimuler. Mais tout ça était hypothétique. C'est ce qu'on m'a proposé à Voilà. l'époque. C'est ce qu'on proposait aux petites filles aussi qui étaient malades pour l'avenir. À l'époque, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de... Non, on savait qu'on était incapable de donner Voilà. des résultats, mais on voulait commencer à prélever en se disant Voilà, si on y exactement. arrive, Et c'est quand trop dommage. Voilà. Et quand j'ai accepté, malheureusement, mon état s'est dégradé à un point que j'étais plus capable du tout de passer... ils n'étaient plus capables du tout de me prélever, quoi. Donc on a laissé tomber, ce qui signifiait de toute façon ma stérilité, puisque mes ovaires ont été grillés par les rayons. Donc aujourd'hui, les gynécologues ne les voient même presque plus à l'échographie. Donc là, j'ai ma gynéco qui était venue à l'hôpital, j'étais sous bulle à l'époque, qui était venue. J'étais déjà avec mon mari, en fait j'avais 18 ans, on était déjà ensemble, et qui était venue nous expliquer exactement ce qui pouvait exister quand même. Parce que j'aurais pu porter j'avais encore un utérus, donc j'aurais pu porter un enfant en prenant le sperme de mon mari et Un ovule d'une donneuse. Voilà, d'une donneuse. On sait tout, elle m'avait expliqué ça. Nous, sur le coup, notre objectif, c'était de vivre, parce que j'étais quand même en mauvaise posture. Donc quand j'ai appris, ça n'a pas été la douche froide. Enfin, si, mais... il y avait tellement d'autres choses. Vous avez gagné votre combat sur la maladie quand même. Donc voilà, déjà... le but c'était déjà de vivre. Et après, mais je pense que mon mari, lui, par contre, il pensait déjà, c'était déjà dit l'adoption. C'était différent. Moi, j'essayais de survivre. Et puis, à coup de greffe et tout ça, j'ai fini quand même par guérir. Et puis c'est là que ça a commencé à trotter dans la tête. Et donc, c'est tout. On s'était dit, il nous reste quoi, l'adoption ou le parcours médical. Et mon mari ne voulait... Alors, contrairement à ce que j'ai entendu, moi, c'est mon mari qui ne voulait pas me voir souffrir, me voir avoir des injections, retourner encore à l'hôpital. Alors que moi, je crois que si je m'étais vraiment écoutée, peut-être que j'aurais tenté... J'aurais été peut-être au moins me renseigner. Me tenter en me disant qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a vraiment rien à faire. Parce que pour moi, l'adoption, c'était pas quelque chose d'évident du tout. Quand j'étais... petite et qu'on discutait, ah, toi t'adopterais ça. Moi je dis ah non, je ne pourrais pas adopter, c'est pas je veux un enfant qui nous ressemble, enfin bref, problématique de tout le monde. Et puis donc moi c'était pas une évidence. Et puis avec le temps, on s'était de toute façon pour adopter il fallait 2 ans de mariage, donc et puis il fallait le temps que je me remette, j'ai mis des années quand même. Puis j'étais jeune, j'avais 18 ans, donc on n'allait pas de toute façon avoir un enfant si jeune. Et puis la question s'est réellement posée en 2005, quand on s'est mariés. Enfin, un petit peu avant, on s'est dit, on se marie. Et puis en 2006, on commence les démarches d'adoption, puisque de toute façon, on n'avait pas le choix. Mais c'est une jungle, l'adoption, c'est un parcours. En fait, on est lâché. Il ne faut pas attendre d'aide de personne. Enfin, il y a des associations, mais en gros, il faut aller chercher les informations nous-mêmes. Donc là commence déjà le combat dès le départ. On a obtenu l'agrément. Ensuite, il faut trouver un pays. Donc c'est une attente extrêmement longue. L'attente est longue. Est-ce que ça a des incidences sur les rapports de couple à ce moment-là? En fait, on souffre différemment. Je pense que c'est ce qui ressort aussi, c'est que le mari ou la femme souffre. On avait une façon différente de vivre les choses. Lui, il était plutôt silencieux, plutôt renfermé, et moi, j'avais besoin d'en parler beaucoup. Donc quand j'en parlais, je le faisais souffrir. Et lui, quand il était silencieux, j'avais envie de lui dire, mais on pourrait choisir des prénoms, on pourrait se projeter. Donc je crois qu'il faut apprendre à accepter la manière de souffrir de l'autre, en fait. Ça a été, pour moi, je ne l'oublierai pas. Ça a été très, très douloureux. Amina, pourquoi un couple qui se tourne vers l'adoption est-il vraiment mis à rude épreuve? D'abord parce qu'il y a des couples qui n'ont techniquement, médicalement, point d'autre choix, et donc qui peuvent y aller comme Perrine un peu par défaut, parce qu'elle dit bien, moi c'était pas trop mon truc a priori, mais enfin voilà. Donc déjà c'est pas évident. Déjà c'est pas évident. Et puis
Alors, bon, de mon point de vue, l'adoption, ça touche à autre chose. C'est-à-dire qu'on est des parents prêts à accueillir d'autres enfants. Et alors, tous les jours, on vous bassine avec des enfants qui ont des parents qui sont en situation très difficile, qui n'ont pas à manger, qui ne peuvent pas être éduqués. Et vous, vous êtes là à dire, mais attends, nous, on n'attend que ça. On en prend 2, 3 d'un coup. Enfin bon, mais quelle injustice nous est faite? Pourquoi tous ces filtrages? Pourquoi toute cette attente? Bon, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une très grande dichotomie. Les couples qui sont candidats à l'adoption, on leur demande une quantité certaine de laissez-passer qui sont très importants, alors que les couples qui font leurs enfants comme ça, tout seuls, comme des grands, on ne leur demande rien. Et ça, c'est vrai que c'est assez perturbant, mais en même temps, on peut se douter qu'on ne va pas non plus confier à l'adoption, sous prétexte que c'est des enfants qui sont en situation difficile liée à leurs propres parents biologiques, les confier aux premiers venus qui les demandent. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est sans fin, cette réflexion. Mais c'est particulièrement dur. Hein, ouais. Nous, on est mis sur le grill tout le temps avec l'adoption. On a des assistantes sociales qui viennent voir si tout va bien. Enfin, on est vraiment tout le temps... j'ai eu l'impression que c'était un peu pareil pour vous, mais on nous pose plein de questions. Je les ai pas mal prises parce que je me disais justement qu'il ne fallait pas filer les enfants à des couples cinglés. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, je me disais, je relativisais, quoi. Ce qui était difficile, par contre, c'est les autres, en fait. Les gens qui nous sortent des réflexions, mais tellement débiles, en disant « Ah, mais Johnny, lui, il n'a pas eu mal. » Et on a juste envie de leur dire « Mais moi, si j'avais été Johnny, j'aurais fait pareil. » Il y a des jugements. Et puis surtout, personne ne sait si temps. Johnny a eu du mal. Il n'a probablement plus, pas fait une annonce dans rien, Voici pour dire « Je de... démarre ma procédure d'adoption ». Peut-être ça lui a duré 10 ans, lui aussi. Donc, mais j'en sais rien. Et je m'en fiche. Et tant mieux. Moi, je veux dire, si j'avais pu avoir un piston... S'il en a eu un, j'en sais rien, mais tant mieux. Et je pense qu'on est tous pareils. Si on peut avoir un truc qui peut aller plus vite, c'est tellement difficile. En tout cas, ça a été très long. Très long et très difficile entre vous de supporter cette attente. Oui, voilà, exactement. Ouais. Alors, on découvrira tout à l'heure comment votre désir de devenir mère vous a permis de surmonter tous les obstacles. Mais d'abord, on va écouter ces quelques messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre mère est trop possessive avec vous et elle ne peut s'empêcher de vous appeler toute la journée. Vous ne supportez plus qu'elle vous étouffe. Votre mère s'immisce constamment dans votre vie amoureuse et vous en avez assez. Vous ne savez plus quoi faire pour qu'elle arrête d'être envahissante. Vous avez parfois honte du look excentrique ou de l'attitude décalée de votre mère. Vous aimeriez qu'elle change. Votre mère est prête à tout pour ne pas vieillir et vous trouvez qu'elle en fait trop. Depuis des années, elle est fan d'un artiste et selon vous, son idole prend trop de place dans sa vie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Dans Toute une histoire, ils nous avaient fait découvrir leur mode de vie bien à eux. J'habite ici avec ma femme dans ma caravane. C'est le système D, hein. On s'adapte à tout terrain. C'est vrai qu'on ne demande pas grand-chose, on demande un peu d'eau, un peu d'électricité et la liberté. Aujourd'hui, ils reviennent dans l'histoire continue pour nous faire vivre de l'intérieur un rassemblement haut en couleurs. Ce deuxième chapitre de leur histoire, nous l'ouvrirons avec eux dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous n'avez pas été un enfant désiré et vos parents vous l'ont toujours fait ressentir. Cela a aujourd'hui des répercussions sur votre vie d'adulte. Vous avez appris sur le tard que vous étiez issu d'une relation adultérine et vous êtes parti à la recherche de votre père biologique. Vous êtes issu d'un viol et vous avez toujours porté le poids de ce drame sur vos épaules. Votre mère a fait un déni de grossesse et elle a eu du mal à créer un lien avec vous. Vous en avez beaucoup souffert. Vous n'avez jamais réussi à accepter cet enfant que vous n'aviez pas désiré avoir. Vous regrettez aujourd'hui de l'avoir rejeté. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités reviennent aujourd'hui sur le plus grand combat de leur vie, celui qu'elles ont mené pour devenir mères, alors que leur vie sentimentale avait toujours été au beau fixe. Cette bataille l'a prise en otage. Leur couple a-t-il réussi à faire face jusqu'au bout, main dans la main? Eh bien, c'est ce qu'elle nous révèle aujourd'hui. Merci d'accueillir Patricia. Bonjour Patricia. Merci d'être avec nous. Racontez-nous votre rencontre avec celui qui est devenu votre mari. Nous nous sommes rencontrés tout bêtement en boîte. Et mon mari m'a invité à danser. Je ne dansais pas. Il est venu m'inviter sur un show en me disant pardon mademoiselle, puis-je caresser l'espoir de pouvoir m'accorder cette danse. 6 mois après, nous étions mariés. Tant que c'est que l'espoir, ça allait. Voilà. 6 mois après, vous étiez mariés. Voilà. Bon. Comment vous avez envisagé ce mariage ? C'était naturel. J'avais rencontré le bon monsieur, il avait rencontré la bonne jeune fille. Donc, on ne s'est pas posé de questions. Ça a été très simple. On a parlé de mariage tout de suite. Et donc, qui dit mariage dit... Enfants, parce que enfants. moi, je voulais absolument des enfants et que lui, il n'était pas question d'avoir des enfants en dehors du mariage. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 22 ans. Et lui, 19 ans. 19 ans, oui. Donc plus jeune que vous. Plus jeune que moi. Est-ce qu'il était aussi pressé que vous d'avoir des Non. enfants à cet âge-là ? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, c'était mon désir à moi, mais c'était un désir dans lequel il ne rentrait pas. Mais il n'était pas d'accord ? Non, il était indifférent. C'était mon désir. C'était mon désir, mon délire. D'accord, donc il ne dit mot consent. Voilà, tout à fait. Il savait que vous n'avez jamais pris de contraceptif ? Oui. Bon. Et pourtant, vous ne voyez rien Voilà, venir. je ne vois rien venir, je ne tombe pas enceinte, donc je vais voir un gynécologue. Pendant combien de temps ? À peu près 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, je vais voir un gynécologue et on passe par le parcours du combattant, c'est-à-dire faire tous les examens impossibles et inimaginables. On me trouve lui, de son côté, on lui trouve une une asténospermie. Moi, de mon côté, j'avais des trompes qui n'étaient pas perméables. J'avais une glaire qui tuait les spermatozoïdes. Je m'appelais le serial killer. Parce que je tuais les spermatozoïdes, donc j'avais pas besoin de contraceptif. Alors donc... attendez, c'est quoi cette histoire de tuer ces spermatozoïdes ? C'est une jolie expression, elle dit ça gentiment. J'avais jamais entendu non plus, mais en fait, pour le mari, il dépose le sperme dans le fond du vagin, puis après, les spermatozoïdes, ils partent faire leurs courses, là, on en a parlé. Et pour aller féconder l'ovule dans la trompe, il faut qu'il traverse le col de l'utérus, qui a de la glaire, et la glaire, elle a une capacité à booster les spermatozoïdes. Et quand vous avez une glaire de mauvaise qualité, ça empêche les spermatozoïdes de franchir le col et d'aller féconder les ovules. Et donc, pof, ils meurent tous Ils meurent les uns tous, après les autres. voilà. Et par exemple, c'est dans ces cas-là qu'on fait des inséminations intra-utérines. Nous, avec des pipettes, on passe à travers la glaire et comme ça, les spermatozoïdes, ils sont directement dans l'utérus. Donc, on vous a quand même dit qu'il y avait des solutions. Non. Moi, j'ai fait des fécondations in vitro parce qu'il y avait les trompes qui étaient bouchées, des ovaires qui étaient dysfonctionnels, une glaire qui tuait les spermatozoïdes, une oligo-asténospermie. Et je vous parle de ça, c'était le début des fécondations in vitro. Je vous parle de ça, mon fils a 24 ans. Parce qu'on a fait quand même beaucoup de progrès dans ce domaine. Oui, on a fait beaucoup de progrès, énormément de progrès. Alors, comment a réagi votre couple dans cette histoire ? Le couple, moi, j'étais décidée à avoir des enfants, absolument. Mon compagnon m'a accompagnée. Mon mari m'a accompagnée dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il était là, il a fait tous les examens qu'il fallait faire, mais sans aucune ferveur particulière. Quand j'étais contente, il était content. Quand j'étais malheureuse parce que ça ne fonctionnait pas, il était malheureux. Ah bon, quand même, il partageait ce que vous ressentiez. Voilà, il partageait ce que je ressentais. Mais il le partageait de l'extérieur. Il n'y avait aucun discours sur la venue éventuelle d'un enfant, sur la grossesse, sur les prénoms, etc. Il n'y avait pas de... Ce n'est pas la peine d'en parler, puisque tant que ça n'arrive pas, ce n'est pas la peine d'en parler. Alors, pendant près de 10 ans, vous avez livré une lutte acharnée pour tomber enceinte. Oui. Vous avez subi votre première FIV en 1981. Comment elle s'est déroulée ? Là, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que l'ovule n'a pas été fécondé par le spermatozoïde, ça a été un échec total.
Ensuite, à chaque fois, ça fonctionnait, c'est-à-dire que l'ovule À chaque fois, parce que vous en avez fait plusieurs. J'ai fait 10 tentatives de fécondation in vitro avant d'avoir... Alors, donc à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, ça fonctionnait. Ça mais... fonctionnait des fois un mois et demi. Donc je faisais un avortement spontané au bout d'un mois et demi, 2 mois. Donc ça, c'est à se jeter la tête contre les murs, parce que quand on vous réimplante, vous êtes enceinte. Il faut que les femmes comprennent ça et que les hommes le comprennent. Quand on vous réimplante, vous êtes enceinte. Ça y est, on est réimplanté, on est enceinte. 7 jours après, à mon époque, on faisait une première échographie, une première prise de sang. Et puis 15 jours, dans les 15 jours qui suivaient, on refaisait une échographie, on refaisait une prise de sang. Donc on a les jambes qui tremblent, on est enceinte. Donc qu'on soit enceinte de 15 jours ou de 2 mois, c'est un échec, c'est quelque chose. On se projette, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ça va vite, on pense déjà à la chambre, le truc, voilà. Ça va très très vite, ça va très très vite. Donc, à combien de fois ça vous est arrivé, cette horreur, ce drame? J'ai dû faire 4 ou 5 fausses couches, à 2 mois et demi, 3 mois de grossesse. Quelle horreur, c'est long. C'est-à-dire avec un avortement spontané où on voit ce qui se passe, où on ressent ce qui se passe et où on a l'impression de... Et je ne sais pas si c'était à l'époque, à ce moment-là, si c'était particulier à cette époque, mais je me suis retrouvée en chambre avec des jeunes femmes qui venaient subir une IVG. Moi aussi, ouais. Voilà, ça, c'était un manque de... Quelle horreur. C'est un manque d'humanité, et je veux dire pas une IVG due à une IVG de ce que j'appellerais moi une IVG de confort. Ouais, moi aussi, donc pareil. ça, c'est quelque chose d'horrible. Mais comment c'est possible, ça, Anina? Comment c'est possible? Parce que c'est récent qu'on s'occupe de la psyché des gens. Ah oui, il n'y avait pas de psychologue à mon époque. On n'était pas suivis par des psys. C'était des médecins. Voilà, mais là, on n'était pas du tout suivis par des psys. Le seul psy qui existait, c'était le conjoint. La seule personne avec qui on pouvait discuter, c'était le conjoint. Et puis, je pense que... Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, ça n'existait pas, mais parce que dans les années 80, c'était quand même... Il n'y a pas si longtemps que l'IVG était autorisée en France. Je rappelle que ça date de 1973. Ça n'a pas été le tout que ce soit autorisé sur le plan politique et sur le plan de la loi. C'est qu'il a fallu trouver des endroits pour faire des IVG. Il y avait énormément de cliniques qui ne voulaient pas, par positionnement éthique, qu'on fasse des interruptions de grossesse chez eux. Et dans la plupart du temps, comme c'était devenu un droit, les femmes disaient « mais moi, je veux avoir mon IVG, d'ailleurs, j'ai le droit ». Donc, bien entendu, ce sont les hôpitaux publics qui se sont retrouvés submergés par la réalisation des IVG. Il fallait bien qu'ils mettent les femmes quelque part. Et on les mettait dans les lits, là où il y avait de la place. C'était également le début de la fécondation in vitro. Et il y avait très peu de professionnels du champ psy qui se sont penchés sur la question de la souffrance psychique autour de l'interruption de grossesse, fût-elle volontaire. Et il y a encore des confusions quand je vous entends dire c'est une interruption de confort. Bon, ce n'est pas vrai, mais on peut comprendre que vous le viviez comme ça parce que vous étiez dans une autre donnée. Et la fécondation in vitro, de toute façon, nous, on considérait que, enfin, quand je dis nous, les professionnels de mon champ, les femmes étaient infertiles, c'était une chance qui leur était donnée de pouvoir être enceintes et qu'au pire, on ne réussissait pas et donc elles étaient dans le même état que dans lequel elles étaient arrivées. Or, c'est pas vrai. La question de traverser les épreuves et de subir un échec, c'est pas du tout pareil que de rester comme ça en sachant qu'on n'a pas d'enfant. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est mis en œuvre dans le courant des années 80 avec l'entrée des psys dans les maternités. Oui, on a tenu compte de la... Et donc aujourd'hui, on n'a plus idée de faire ça. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte de l'évolution technique et technologique. Oui, parce qu'il y a une souffrance morale, il y a une souffrance physique, il y a une souffrance physique réelle, parce que les traitements ne sont pas anodins. Comme tu le disais tout à l'heure, ça fait gonfler les ovaires, il y a une prise de poids, il y a la fatigue, il y a les nausées, il y a tout ce que les traitements peuvent entraîner. C'est une obligation. Vous aviez une vision de votre corps très dure. Ah, moi, j'avais une vision de mon corps complètement déformée. Je vivais en pantalon du matin au soir, une casquette vissée sur la tête, des Santiago. Ma féminité n'existait pas. Je n'avais aucune féminité en moi. C'était la négation, c'était une terre stérile. J'étais une terre stérile. Je ne servais à rien. Je n'étais pas bonne à reproduire, donc je n'étais rien. Et votre mari? Mon mari me disait qu'il m'aimait.
Ouais. Voilà. Et il fallait que je me contente de ça. On a envie de dire c'est déjà énorme. mal. C'est déjà énorme. Mais quand vous êtes dans cette problématique, on finit par être égoïste et par être omnibulé sur son petit nombril. On vit dans notre bulle de future maternité. Donc, quelque part, on exclut l'autre aussi, d'une certaine manière. Et si l'autre ne se montre pas un tant soit peu psychologue, il ne rentre pas dans la bulle. Il ne peut pas rentrer dans la bulle parce qu'on a besoin de commisération, on a besoin d'autre chose que de « je t'aime » ou d'en s'entendre dire « ça marche pas aujourd'hui, ça marchera la prochaine fois ». Non, c'est pas ça que je veux entendre. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre ? On a envie d'entendre, on va se battre, on va y arriver tous les deux. C'est une bataille à deux. Or, vous le lui avez dit, ça, à l'époque ? Oui, bien sûr, oui. Moi, je parlais beaucoup et lui m'écoutait. Alors, on verra où ça vous a mené, tout ça, tout ce combat. On va d'abord avancer avec la deuxième partie de notre émission qui a pour titre « Et maintenant ?» une question que nos invités se sont posées à chaque moment de doute. Marie, vous avez ouvert l'émission en vous confiant sur ce long traitement qui a laissé votre corps et votre couple exsangue. Il vous a épuisé, mais au bout de 8 mois, une bonne nouvelle est enfin arrivée. Qu'est-ce que vous avez appris en mai 2012 ? Alors, au bout de 8 mois, quand j'ai dit à mon compagnon, c'est la dernière fois qu'on essaye, après ça, si ça ne fonctionne pas, j'abandonne, je me consacrer à ma vie professionnelle. Contre toute attente, j'ai fait un test de grossesse positif. 2 semaines après, j'avais rendez-vous chez mon gynécologue pour faire une échographie. Et là, grosse surprise, on attendait des jumeaux, des faux jumeaux, un garçon et une fille. Comment vous avez réagi ? C'était le bonheur. On attendait tellement ce moment et on désirait tellement des jumeaux. C'était vraiment, c'était pour nous le Saint Graal. On attendait des jumeaux et en plus on voulait des faux jumeaux, garçons et filles. Donc on avait vraiment ce qu'on voulait. Et alors, à quoi avez-vous dû faire face tous les deux ? 3 mois de grossesse, un des 2 jumeaux a percé sa poche des os. J'aurais dû faire une fausse couche, mais le 2e jumeau se portant bien, la fausse couche ne s'est pas produite. J'ai dû passer plusieurs examens, plusieurs échographies, et on m'a suspecté un syndrome de Potter, donc un bébé sans rein ou sans vessie. On m'a donc proposé une IMG, puis finalement on s'est ravisé parce qu'il s'est avéré que mon enfant n'avait pas le syndrome de Potter. Quelle horreur, traverser tout ça, c'est terrible. Et donc, du coup, on m'a obligée au repos parce que la perte continuelle de liquide amniotique agressait mon col qui commençait à s'ouvrir. Le placenta a commencé à s'infecter. Ça m'a créé une prééclampsie. J'ai accouché à 27 semaines et 2 jours de mon garçon et de ma petite fille. Mon petit garçon est décédé le lendemain parce que sans liquide amniotique, ses poumons ne sont pas développés. Donc, il est décédé d'insuffisance respiratoire. Et ma fille, le lendemain du décès de son frère, a déclenché une hémorragie cérébrale de stade 4, très fréquente chez les très grands prématurés, et elle est décédée 4 jours plus tard. Oh. C'est dur, il n'y a pas de... L'impression d'avoir perdu son temps. D'avoir fait tous ces efforts pour rien. Je pense que c'est ça, c'est la dure vie de l'obstétrique et de la maternité. C'est vrai que malheureusement, moi je suis assez loin de l'adage de penser que la nature est bonne. On peut à la fois être dans les très grandes difficultés pour réussir à être enceinte, et une fois qu'on est enceinte, avoir des ennuis qui peuvent arriver à tout le monde, y compris à ceux qui ont les grandes facilités à être enceinte. Et du coup, le truc, c'est que quand on stimule des ovaires polykystiques, on a très fréquemment des grossesses multiples. Et puis sur les grossesses multiples, on a plus fréquemment que quand c'est des grossesses avec un bébé tout seul, des ruptures prématurées des membranes, et donc des infections, et donc des accouchements prématurés, et donc des prématurés qui ont des complications de leur prématurité, à savoir des hémorragies. Et là, malheureusement, vous avez tout cumulé. Et de fait, vous pouvez avoir non seulement un parcours du combattant comme ça, et en plus vous retrouver avec pas d'enfant du tout,
ou des enfants gravement handicapés, éventuellement, à l'issue. Ça peut être des histoires, effectivement, terribles. Eh bien, dites-moi, vous avez quel âge? 24 ans. Et vous en êtes où aujourd'hui? On a repris la stimulation il y a un mois. Donc j'ai fait ma dernière piqûre le 30 septembre. Et donc là, j'attends de savoir si ça a fonctionné ou pas. Alors vous dites on jusqu'à présent Je dis jeux, ça veut dire quoi que votre couple Oui, parce qu'on est ensemble dans cette... Je suis désolée. Écoutez, franchement, alors là, Marie, vous êtes déjà immense d'avoir pu supporter tout ça, d'avoir la capacité de continuer le combat. C'est immense ce que vous faites. Vous vous rendez compte la force que vous avez? On veut un enfant, donc on est prêt à tout pour... voilà, c'est ça. On veut un enfant absolument. Au niveau... c'est terrible à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu le corps se reposer quand on a vécu tout le temps d'épreuves? Le corps, il peut supporter d'aller de l'avant dans ces histoires. Je pense que quand vous dites on est prêt à tout pour avoir un enfant, je crois que votre histoire, justement, elle est emblématique du fait que être prêt à tout, c'est être surtout capable de supporter un potentiel échec. Un échec de fécondation, un échec de stimulation, une fausse couche, une grossesse extra-utérine, éventuellement l'enfant mal formé. Quand les parents sont prêts et ont compris que ce n'est pas du tout simple, contrairement à ce qu'on raconte partout, d'avoir des enfants, alors là, les choses se décalent en disant, bon, ce n'est pas si simple, nous n'avons pas un parcours simple, ça va être compliqué, ça va probablement survenir. Je ne doute pas que vous viendrez un jour témoigner ici avec vos enfants, tout bien. Super. Mais sauf que le parcours, il n'est pas simple et que dans la vie, on peut avoir des tuiles. Et il faut être prêt à tout, ça veut dire être prêt à la retuile. Oui, mais ça, c'est plus qu'une tuile. Là, il y a quand même un deuil à faire. Ah, mais c'est ce que j'appelle une tuile. Pour moi, quand je dis une tuile, c'est parce qu'il y a le parcours physique, tout le combat que ça représente, mais psychologiquement, quand même, c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Je pense que vous avez pris le temps de le faire, ce deuil de vos enfants? Ça va vous paraître... c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est quand on n'a pas vécu la perte d'un enfant. On ne fait jamais le deuil de son enfant. On ne peut pas se lever un matin et se dire, bon, c'est du passé. C'est pas possible, mais faire le deuil, ça ne veut pas dire ça. Oui. Ça veut dire prendre le temps d'accepter cette perte. J'ai accepté le décès de mes enfants, mais c'est toujours un manque. Tous les matins, quand je me lève, je me dis... je leur donnerai pas le biberon ce matin, je leur verrai pas faire leur première dent, dire leurs premiers mots, faire leur premier pas. C'est toute une vie, il y aura des événements manqués, des moments manqués, et d'autant plus que là, dans quelques temps, ils vont avoir 1 an. C'est vraiment... C'est vraiment dur. Même si on accepte, ce sera toujours difficile de continuer à vivre sans eux. C'est une partie de soi-même qu'on a perdue. Bien sûr, je comprends. Écoutez, je suis très touchée par votre histoire et très admirative de votre capacité quand même à combattre à nouveau et la vie est plus forte et le goût de la vie, l'envie, le désir de vie est plus fort. Donc, il faut avancer de toute façon. Il faut avancer. Il faut fait aider psychologiquement? J'ai pas voulu au début. Parce que je voulais garder ça pour moi. Enfin, je voulais garder cette douleur pour moi, comme si je voulais garder mes enfants un peu plus longtemps auprès de moi. Et puis les mois ont passé, et puis je voyais que ça allait pas, que je commençais à en vouloir à mon compagnon de ne pas en parler, de ne pas être démonstratif. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un, il faut vraiment que je parle, parce que sinon... Ça fait du bien? Oui. Vous allez écouter la suite de l'histoire de Karen, ça va vous donner un peu d'espoir. Vous nous parliez tout à l'heure, Karen, j'imagine que vous êtes comme nous tous très émus. Ouais. Vous nous parliez tout à l'heure de la distance qui s'est progressivement installée entre votre mari et vous à la suite de votre premier échec de FIV. Qu'est-ce que vous avez décidé pour tenter de remettre
d'aplomb pour vous-même et votre couple après cette période difficile? Remettre d'aplomb, c'est un bien grand mot, mais du moins une petite démarche. Moi, contrairement à toi, Marie, j'ai voulu me faire suivre tout de suite. Je savais qu'il fallait que je sois aidée psychologiquement parce que j'étais au fin fond du gouffre. Et que justement, mon mari ne comprenait pas et ne pouvait même pas m'aider, ne pouvait même pas me remonter un tout petit peu. Parce que je pense que je voulais même pas de son aide. J'en voulais à la terre entière. Donc je suis tombée en dépression profonde et j'ai essayé de surnager vers la surface comme je pouvais, souffler un peu et puis programmer la suite parce que j'avais besoin d'être active un minimum dans cette démarche où finalement on nous retire le droit de procréer, on nous retire le moment, on nous retire la situation. Au moins que j'ai ce pouvoir-là d'anticiper la suite. C'est une deuxième FIV. Un transfert d'embryon congelé. J'ai eu 2 embryons, on m'en avait replacé un la première fois. Et il en restait un que j'ai jamais appelé mon embryon congelé, que j'ai toujours appelé mon bébé congelé. Donc voilà, 3 mois après, on a travaillé à stimuler mon cycle. 3 mois après la première. Oui. J'ai eu de la chance, c'est allé vite. Et donc? Échec. Échec. Nouvel échec. Voilà. Donc là, on se dit, ça fait plus d'1 an et demi. En soi, c'est rien, parce que je vois des parcours justement tellement longs. J'ai suivi beaucoup d'histoires sur des forums notamment, donc j'ai conscience d'en être qu'au début de ce parcours-là. Malgré tout, on se dit, bon, une FIV de terminée, une FIV de grillée, plus que 3 tentatives, après on fait quoi? Alors, c'était il y a 1 an et demi et nous allons tout de suite voir en images que vous avez vraiment eu raison de vous accrocher à votre couple et à votre rêve, tous les deux. 1 + 1 égale Evan. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, à Cuges-les-Pins. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Cuges-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône. La petite canaille. Karen et Fabien sont comblés. Après un long et difficile combat, ils l'ont enfin, l'enfant tant attendu. Evan, il a 7 mois. Du jour où j'ai rencontré Fabien, j'ai imaginé ces moments-là, ces moments à 3. Je me suis toujours vue mère et je l'ai toujours vu père aussi. Plus copain que père peut-être, au départ. Non. Mais oui, j'ai toujours attendu ce moment-là. Avec les trucs à la main. Aujourd'hui, le couple ne veut plus perdre un instant avec ce petit garçon. Entre examens réguliers, traitements hormonaux et fécondation in vitro, pour avoir Evan, le couple est passé par des moments difficiles. Tu te rappelles au tout début les courbes de température pour savoir si j'ovulais ou pas? Ouais, 2 injections tous les soirs, à heure fixe. Ouais. Et c'était dur pour moi, je me sentais vraiment toute seule là-dedans. Et je te voyais faire ta petite vie. Ouais, voilà, je voyais, bon, on a le temps, si ça marche pas, c'est pas grave. Alors que moi, clairement, je jouais ma vie sur le cycle, quoi. Alors qu'il pensait enfin avoir un enfant, peu avant d'avoir Evan, Karen a fait une fausse couche. À ce moment-là, le couple a bien failli se séparer. Quand on a appris la fausse couche, là, on a eu un gros fossé qui s'est installé entre nous. Parce que pour moi, j'étais déjà mère et pour moi, je perdais mon enfant. Ben moi, c'est vrai que c'était pas le cas, puisque pour moi, c'était pas encore, c'était un embryon. Je le considérais pas comme un être vivant, comme un bébé, tu vois. C'est ça le truc. Ça te touche encore. Il y a Evan qui est là maintenant. Il est avec nous. Karen et Fabien souhaitent désormais tourner la page. La naissance d'Evan a donné un nouveau souffle à leur couple. Aujourd'hui, ils ont décidé de marquer leur combat dans leur chair. Ok, donc voilà la police d'écriture que vous avez choisie. Yes. Donc je vais vous la poser et après je vais monter les formes pour chacun au feutre et puis vous me direz si c'est ok ou pas. Ça marche. Ça marche? Allez. Ok. Allez. Ton premier tatouage. Ouais. Toi, c'est ton premier. Et ouais, faut bien un commencement. La date de naissance de mon fils, ça représente beaucoup pour moi. Parce que c'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. De pouvoir le voir chaque jour imprégné dans ma peau, c'est important pour moi.
Un ami m'avait dit, vous vous mariez, ce sera le plus beau jour de votre vie. Et déjà à l'époque, 3 ans avant, je lui avais dit non, ce sera une belle journée, mais pour moi, le plus beau jour de ma vie, ce sera la naissance de mon enfant, de notre enfant. Donc pour moi, ça a une valeur inestimable de me faire ancrer sa date de naissance dans la peau. C'est cool, hein? Ouais. Les difficultés derrière eux, Karen et Fabien ont besoin de se retrouver tous les deux. C'est ici qu'ils viennent régulièrement se ressourcer. Alors Macaille, coucou Macaille. Coucou Macaille. Nous retrouver avec notre cheval ici, c'est vrai que c'est un joli symbole pour nous. Parce que mon cheval, je l'ai depuis mes 15 ans. Et d'ailleurs, toutes les périodes de ma vie où j'ai eu des moments où ça n'allait pas, je me réfugiais auprès de lui. Donc oui, c'est un joli clin d'œil à notre histoire, oui. Dans l'avenir, dans l'idéal, il faut, je pense, qu'on arrive à retrouver un petit peu des moments pour nous, à pas vivre seulement comme parents d'Evan, à se retrouver aussi comme mari et femme. Pour moi, le combat est derrière. Hein. On est passé à autre chose. Il y a Evan, il y a nous. Alors, gamin. Même si c'est derrière maintenant, ça reste un traumatisme. Et au jour d'aujourd'hui, avoir un autre enfant, non. Non. On n'a pas le projet d'avoir un autre enfant. Ne serait-ce déjà que par rapport à ce parcours-là. Le couple avant tout et la famille qu'on forme à 3 avant tout. Ouais. Et voilà, Evan. Et bonjour, petit garçon. Eh ben, il y en a des larmes. Est-ce que vous êtes toujours suivi psychologiquement, hein? Oui. Parce que j'imagine qu'il y a du boulot. Il y a encore des choses à évacuer. Hein? Oui, beaucoup. Beaucoup. Hein? Ouais. Voilà. En tout cas, c'est plein d'espoir, hein, Marie? Ça me met les larmes aussi parce que... Moi, j'aurais jamais pu témoigner à ta place, quoi. Parce que moi, jusqu'à 4 mois de grossesse, je voulais pas y croire, je voulais pas me rattacher à cette grossesse. J'avais peur de le perdre. Bah ouais. Franchement, je t'admire, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est ça, c'est ce que ma collègue pédopsie dit, c'est un bébé ou la vie. Hein, des mamans qui sont tellement envahies, là, c'est plus possible de faire sans. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, parce que voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Marie? On en a déjà un petit peu parlé hors plateau. Tu as déjà la chance de bien communiquer avec ton homme, ça c'est super. Après, moi j'ai eu mon enfant grâce à un second avis. Donc c'est pas hésiter à multiplier les avis. C'est pas parce qu'on est pris en charge quelque part que ça va marcher ou ne pas marcher. Mais si tu peux avoir d'autres avis, essayer d'autres protocoles, parce que moi au final j'ai eu un autre protocole qui a marché, ça a été une stimulation hormonale plus simple et c'est pas une FIV finalement. Alors qu'on était parti en me disant vous n'aurez jamais d'enfant sans nous madame. Certes j'ai fait appel à la PMA mais ça a été une stimulation plus simple comme la tienne au départ. Donc voilà, pas hésiter à aller ailleurs, à demander ailleurs. Patricia, que s'est-il passé Patricia au printemps 1989 ? Au printemps 1989. Après 10 ans et 10 de fécondation in vitro, avec je n'aurai pas d'enfant avant 30 ans. Je fais une dernière tentative de fécondation in vitro. J'ai 29 ans, je me dis à 30 ans j'arrête. Je me sépare, je divorce et je mène ma vie. Et puis je fais la dernière tentative de fécondation in vitro et elle marche. Mon mari, à l'époque, était à Shanghai pour adopter un enfant. Et je suis convaincue que cette adoption a aidé à 50% à la naissance de mon fils, parce que je n'étais plus omnibulée par moi et par ma petite personne. C'est très, très fréquent. La fécondation in vitro a marché. La a fécondation in vitro a marché. Plus personne n'y croyait. Hein. Même les gynécologues qui me suivaient, plus personne n'y croyait. En me disant que j'en faisais trop, parce qu'à l'époque, c'était pas nomenclaturé. Donc j'en faisais 4-5 par an.
Il n'y avait pas de nomenclature, il n'y en avait pas tant par année, on en faisait. Donc je suis infirmière, je mettais ma blouse d'infirmière pour travailler, je l'enlevais pour me rentrer dans le lit d'hôpital. Enfin, c'était de la douce folie. Mais la douce folie a fait que je suis tombée enceinte. J'ai fait une fécondation in vitro qui a fonctionné. Et j'ai eu un fils, et à la suite de la naissance de mon fils, j'ai eu des jumelles après, 2 ans après. Bon, alors, est-ce que le fait d'avoir ces enfants vous a permis de ressouder votre couple? Non, alors non. Non, au contraire, l'accumulation, le fait d'avoir eu des enfants, le fait d'y être arrivé, a fait que toute la rancœur du passé est remontée à la surface et j'ai voulu être une maman. Je dirais que j'ai une part de responsabilité, j'ai voulu être une maman seule et je n'ai vu mon mari pendant 10 ans que comme un... Lui a dû se ressentir que comme un reproducteur. Un géniteur. Voilà, comme un géniteur, comme un reproducteur, comme un étalon. Donc, non, Vous avez l'air de le regretter aujourd'hui et de vous sentir coupable de ça? Je regrette pas, mais je me dis qu'à l'époque, on aurait eu un accompagnement psychologique. Peut-être que les choses se seraient passées différemment. Parce que moi, je me suis resserrée sur ma petite famille. Donc votre conseil avec le recul? Avec le recul, c'est de se faire aider, d'en parler. Et il y a des psychologues qui sont très bien formés pour ça. Et puis, il faut en parler. Et même Quand vous dites en parler, c'est en parler en couple. En parler en couple. Il faut absolument qu'il y ait un dialogue dans le couple. C'est extrêmement nécessaire. Sinon, on cumule des rancœurs, on cumule des non-dits. Et il n'y a rien de plus mauvais que le non-dit. Perrine, vous nous disiez tout à l'heure... Pardon, est-ce que vous voulez lui donner le sein? Oui, je fais ma petite vie. Bon, est-ce que vous voulez qu'on vous donne un petit châle pour le faire sur le plateau? Bon. Mais on va pas le laisser pleurer, ce petit. Bah non. Bon, mais c'est pour ça. Alors, si vous voulez, on vous amène quelque chose. Je suis maîtresse dans l'art du camouflage. Bon, alors allez-y. Faites comme chez vous. Hein. Faites comme s'il n'y avait personne. Pardon. Alors, Timothée est arrivé. Alors, Timothée, oui, on a été le chercher au Vietnam en 2010. Il avait quel âge, Timothée? Il avait 14 mois. Et il s'est tout de suite fait à nous. Alors lui, c'était comme si il était là depuis toujours. Il s'est tout de suite blotti contre moi. Il s'est endormi. Et il ne voulait plus remettre les pieds dans l'orphelinat. Donc ça s'est vraiment très très bien passé. Et alors, pourquoi l'arrivée de Timothée n'a-t-elle pas suffi à vous libérer complètement? Mais parce que nous, depuis toujours, on s'était toujours dit qu'on voulait une... Je me souviens quand on était plus jeune, avant que je tombe malade et quand on s'est rencontrés, j'avais demandé à mon mari, tu veux combien d'enfants plus tard? Quand on a 15 ans, c'est une question qu'on se pose, comme ça, quoi. Et il me dit, j'en veux toute une colonie. Et moi, au contraire, j'en voulais un et encore. Il a fallu que je sois stérile pour en vouloir plein, forcément. J'étais pas comme toi, en fait. C'était pas viscéral en moi d'avoir... ça l'est devenu, en fait, pendant l'attente. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Et donc, finalement, vous avez décidé d'en vouloir un deuxième. Et voilà, pour nous, une famille, c'était au moins 2 enfants. Enfin, c'était silencieux chez nous à 3. Timothée est super, hein, c'est un enfant qui est très sage. Mais c'était tellement silencieux qu'on avait envie de... On va lui dire de nous rejoindre parce qu'il est là depuis un moment. Timothée, il attend là, de venir rejoindre sa maman. Il fait coucou depuis tout à l'heure, mais... Il voulait absolument venir dans la télé, lui. D'accord. Et le papa ne veut pas venir, lui? Le papa? Non, il n'a pas envie. Très joli petit garçon. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris en septembre dernier, après 3 ans et demi d'attente et d'incertitude? Après lui, on a retenté On a redemandé un agrément, on s'est présenté partout, on s'est fait refuser par tous les pays du monde pour adopter un second. Parce qu'on en avait déjà un premier. Parce que tout le monde pense que c'est facile. Quand on croise les gens dans la rue, ils nous disent oh, c'est merveilleux, moi aussi, j'aimerais bien, c'est mon rêve d'adopter. Ils ne se rendent pas compte du tout de la souffrance que c'est du parcours, en fait. Et puis, par hasard, on a eu un contact, quelqu'un qui m'a dit bah, tiens, en Russie, j'ai un intermédiaire sérieux, appelle-le. Et puis, on s'est lancé. Et puis, on s'est lancé en mars dernier. Et il est arrivé le 20 septembre. On a été le chercher le 20 septembre, après plusieurs voyages en Russie. Donc vous avez un deuxième enfant? Donc on a un deuxième enfant, qui n'est pas là parce qu'il a 18 mois. Donc, Et votre couple? Et notre couple va très bien. Ça l'a renforcé, je pense, tout ça. Au contraire, c'est pas...
Non, on est super heureux d'avoir... on se sent enfin, en fait, pour moi c'est enfin, parce que j'ai quand même eu ma leucémie, et je me sentais pas guérie de cette leucémie. Ça a duré des années, parce que tout le monde vous dit après un cancer, allez, c'est bon, t'es guérie, t'as passé les 5 ans. Et non, pour moi, dans ma tête, psychologiquement, j'avais pas gagné le combat. Et quand le second, là, est arrivé, ça y est, je peux enfin, là, tourner la page. Pour moi, la page n'était pas tournée. Et là, ça y est, on peut démarrer notre vie. On vous souhaite d'être très heureux, tous les 4. Et puis, je vais aller embrasser Marie. Voilà, c'est tout. Je vais aller embrasser Marie. Et puis, j'espère vraiment qu'on aura le plaisir de vous accueillir là-bas, de l'autre côté, avec de bonnes nouvelles. Courage. Tenez bon, mais vous êtes déjà admirable. Merci d'être venu. Il est temps à présent d'ouvrir le second volet de notre émission et de revenir sur un sujet particulièrement sensible qui nous semblait urgent d'aborder tant il passionne l'opinion publique. Et oui, rappelez-vous, il y a quelques semaines, notre émission s'intitulait « Gens du voyage, leur vie pas comme les autres ». Notre objectif était de vous faire découvrir ces communautés qui ont choisi de vivre sur les routes. D'abord, cette émission a cartonné en audience. On a fait un très joli score, donc c'est dire si ça a passionné nos téléspectateurs. Je vous avais reçu le 13 septembre dernier, nous avions fait alors connaissance avec votre famille. Alain, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quelle origine vous êtes ? Alors moi, je suis d'origine gitane par ma mère, je suis sinte du côté de mon père, ce qu'on appelle les tziganes d'Italie, quelque part, et j'ai un peu aussi de sédentaire sur mes arrière-grands-parents. Voilà, je suis un petit peu mitigé dans la composition ethnique, si vous voulez, de mes origines. Et puis vous, Maria, vous êtes d'origine ? Alors moi, je suis d'origine alsacienne. Oui. Je ne dirais pas, mais bon, je suis alsacienne. Par mes parents, mes grands-parents. Mais d'origine manouche. D'origine manouche. Alors, vous nous avez confié que la caravane, c'était toute votre vie. Vous êtes née où, vous, Maria ? Alors moi, je suis née dans une caravane. Bon, comme j'ai dit, la caravane, c'est toute ma vie. Je ne pourrais pas me passer de la caravane. J'y vis, j'ai la maison, mais je vis dans la caravane. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette... Le voyage, la liberté, tous ces trucs-là. Alain, vous aimez la vie en communauté. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'une de vos journées types, par exemple ? Journée type, ça commence le matin de bonne heure. Quelle heure ? On a pour habitude vers les 7 heures, on va dire ça comme ça, parce que chez nous aussi, on prend aussi un peu le temps de vivre, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que vous vous couchez tard. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et on côtoie, si vous voulez, tous les gens aux alentours, bien sûr, famille ou pas famille. Et souvent, quand ils sont de passage, on les invite à boire un café, ce qui est un élément essentiel de bienvenue. Donc la convivialité. Tout à fait. Vous êtes souvent très nombreux autour d'une table. Tout à fait. Tout à fait. Midi et soir. Tout le temps. Non, on va sans pas dire arrêt, tout le temps, bon, enfin. Oui. Tout le temps. Oui. Donc chez vous, c'est surtout faire à manger, discuter, partager, rire, c'est tout. échanger, c'est le sens. faire la fête. C'est ça. C'est le sens des valeurs que l'on a chez nous, si vous voulez, le côté humain. L'hospitalité. On ne peut pas dissocier, si vous voulez, notre mode de vie avec aussi la fraternité aux alentours. Et pourtant, au quotidien, vous êtes confronté parfois à des réactions qui ne sont pas toujours très conviviales et chaleureuses. Ah oui, tout à fait. Ce qui fait que nous, on passe outre, si vous voulez, même si on a des différends avec quelqu'un, on va passer outre. S'il se trouve dans le besoin ou n'importe quoi, on est là, on le soutiendra quand même, malgré si on n'est pas, comment dire, même si on est un petit peu opposé avec nos idées ou certaines conceptions. Vous savez pardonner, l'hostilité. Ça, c'est beau. Ah, tout à fait. C'est magnifique. Comment vous vivez quand même ce rejet systématique, la difficulté que vous avez à trouver des endroits pour résider, pour stationner avec vos caravanes? C'est très dur. Très difficile. Très difficile parce que c'est un peu le parcours de combattant, le fait que, disons qu'on dérange un petit peu par notre mode de vie quelque part, et notre façon d'habiter aussi dérange énormément. Ça ne rentre pas dans la bonne situation des citoyens normaux, on va dire ça comme ça. Et donc, mais on y arrive quelque part à s'introduire par le biais du dialogue. Quand on arrive à dialoguer avec les gens, c'est 80% d'avancée quelque part. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous adoriez votre caravane et que vous vivez dans votre caravane, alors même que vous avez une maison. Tout à fait. Alors, expliquez-nous ça. Alors, moi, c'est surtout au niveau de la liberté, parce que ma liberté, j'ai dit, on ne pourra jamais me l'enlever.
D'ailleurs, la chanson de... Longtemps je t'ai cherché comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout. Je vais complémenter un petit peu, si vous voulez, avec Maria. C'est vrai qu'on a été obligé, quelque part, un petit peu, d'opter pour, comment dire, le bon mode du citoyen normal. Pourquoi? Parce que nous avions ces fameux livrets de circulation qui nous obligeaient à être comment dire... discriminatoires. Un peuple un petit peu à part, mis sur le banc de la touche, évidemment, puisque ce titre de circulation n'est pas une reconnaissance identitaire, c'est qu'un titre de circulation sur le territoire national et qui nous interdit, bien sûr, d'être des citoyens européens, puisqu'il est encore toujours de mise. Mais le fait que ça soit sédentarisé, qu'on n'ait plus à avoir un pied-à-terre quelque part, ça nous a enlevé ce carnet de circulation. Et Dieu merci, ça fait 30 ans qu'on l'a redonné, mais j'en suis bien content aujourd'hui. Alors, il y a quelques semaines, vous avez spontanément accepté de venir sur notre plateau. C'était quoi le sens de votre démarche à ce moment-là? Bien, comme on le voit aujourd'hui, ici, justement, où je rends hommage à toutes ces femmes qui sont venues témoigner et que je soutiens énormément, c'est une manière de nous aussi de dire que nous avons un mode de vie tout à fait différent. Nous sommes citoyens français depuis le XVe siècle. C'est vrai que nous avons ce mode de vie qui est aussi compatible avec le mode de vie des citoyens, sauf qu'il faut jeter un regard un petit peu différent sur ce mode de vie. Vous avez eu beaucoup de retours après l'émission? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, on a eu beaucoup d'amis qui nous ont appelés, qui ont dit, même le plateau, c'était vraiment bien. Mais ça a été un peu court. Ils nous ont dit, ça aurait dû être un petit peu plus long. Bon, alors c'est pour ça que vous revenez aujourd'hui. Alors, oui, Maria. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait plusieurs ethnies différentes. D'accord. Alors, participer à notre émission, c'est un moyen pour vous de lutter contre les idées reçues et chaque jour, vous gardez l'espoir donc de faire évoluer les mentalités. Avant de découvrir quel événement précis motive votre présence aujourd'hui, je vous propose d'abord de nous repasser le film de votre histoire. Ah, d'accord. J'ai un mal de vivre mon identité quelque part parce que je subis au quotidien la discrimination sous toutes ses formes. Il y a un mois, nous faisions la connaissance d'Alain, de sa femme Maria, ainsi que de leur fille Jessie, une famille fière de ses racines. Je suis gitan d'origine italienne et d'origine espagnole aussi. Vous vous déplacez en général à combien de caravanes? Bon, ça dépend. Des fois, on est une centaine, des fois, on est une cinquantaine. Oui, c'est par groupe. Ça dépend, c'est par groupe. Chez nous, il y a toujours une âme qui voyage quelque part et on a ce besoin de partir. On ne sait pas pourquoi, on est appelé l'appel du grand large, on va dire. Mais cette liberté avait un prix. Alain et sa famille étaient victimes d'a priori et de la mauvaise image des gens du voyage. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a dérangé ou qu'est-ce que vous avez subi? Sale gitane, c'était toujours des insultes comme ça. Après, la discrimination, on l'a vu aussi au quotidien. Aussi pour, Elle fait partie de notre quotidien, elle fait partie de notre vie. Si par exemple... Du jour où on se lève jusqu'au coucher, pratiquement, c'est notre quotidien. Mais malgré les difficultés, Alain, Maria et Jessie revendiquaient haut et fort leurs origines. Et pour mieux comprendre leur mode de vie, ils nous avaient invités chez eux. J'habite ici avec ma femme, dans ma caravane. C'est le système D, hein. On s'adapte à tout terrain. C'est vrai qu'on ne demande pas grand-chose, on demande un peu d'eau, un peu d'électricité et la liberté. C'est tout ce qu'on demande. Le feu symbolise le bonheur, le souvenir. Le feu, c'est la vie. Parce que quand on est au bord du feu, on voyage. Il y a quand même des moments de bonheur, on capte ces moments de bonheur. Depuis son témoignage dans toute une histoire, Alain est plus que jamais mobilisé pour sa communauté. J'ai voulu participer à cette émission de manière à transmettre un message de nous aimer tel que l'on est, pour faire savoir aussi que nous sommes quand même citoyens français depuis le XVe siècle, que nous sommes aussi sur notre sol natal, et être au grand jour devant le grand public, de dire voilà, je suis Jean du Voyage, moi ça m'a permis d'affirmer mon identité. Le témoignage d'Alain a eu des répercussions sur la communauté des gens du voyage, mais pas seulement.
Un soutien énorme, une satisfaction énorme aussi qui a été portée un peu partout parce que chez nous, le bouche à oreille va plus vite que le téléphone. Et que même au niveau du monde sédentaire, des inconnus qui ont trouvé l'émission formidable, que la communauté soit représentée de telle manière, mettre en évidence mon savoir-vivre, le savoir-vivre aussi de mes enfants, tout ça, c'est extraordinaire, quoi. Moi, ça m'a fait quand même un grand choix, un grand bonheur de pouvoir le dire haut et fort. Le combat d'Alain n'est pas pour autant terminé. Il reste persuadé que les mentalités peuvent encore évoluer. Je ne comprends pas pourquoi on nous montre du doigt, pourquoi on nous cible comme ça. Et ça me fait mal. Ce qu'il faudra faire pour stopper un petit peu ces a priori sur les gens du voyage, c'est surtout de communiquer, partager. Et il me semble essentiel d'aller l'un vers l'autre. Ça, c'est une des grosses priorités, je pense. J'ai beaucoup à donner, mais j'ai beaucoup à apprendre aussi. Ça, on y arrivera, mais il faudra du temps. Sa femme, Maria, ainsi que leur fille, Priscilla, pensent elles aussi que toute une histoire a permis de changer les regards sur leur mode de vie. J'ai été touchée de voir mes parents, ma sœur à l'émission, parce que pour nous, c'est une question, oui, d'honneur. On était heureux, quoi. Voilà, ça m'a fait plaisir. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Quand on allume la télévision, ils nous jugent très, très, très mal. Ils nous mettent tous dans le même sac, alors que je ne dis pas qu'il y a des bons, il y a des mauvais, c'est comme partout. Il y a eu des gens à la sortie qui nous ont posé des questions. C'était la première fois qu'ils voyaient des gens de voyage sur un plateau. Et d'ailleurs qu'ils ont été beaucoup touchés. J'espère que ça a porté ses fruits, quoi. Face aux préjugés sur leur communauté, mère et fille veulent être optimistes. Pour elles, le clivage entre sédentaires et gens du voyage n'est pas une fatalité. C'est un combat qu'on mène. C'est vraiment un combat. C'est un combat de tous les jours. Et je vois que, bon, petit peu par petit peu, je vois qu'on y arrive quand même. Mais c'est dur. C'est énormément dur pour nous. Il faut que ça arrête, cette discrimination. Que les gens comprennent qu'on est comme tout le monde. Il faudrait que les gens du voyage et les sédentaires apprennent mieux à se connaître. Ça créerait moins de tension. Venez chez moi, venez boire un verre et vous verrez comment je vis. Aujourd'hui, Alain et Maria se rendent à la 3e édition de la Roma Pride à Paris. Un événement qui rassemble toutes les communautés des gens du voyage et dont Alain n'est autre que le co-organisateur. On va essayer de l'attacher là. T'en as qu'un là? Pour les aider dans la mise en place, Alain et Maria peuvent compter sur l'invité d'honneur de la Roma Pride. Monsieur le Président. Salut Yvan, c'est notre présidente. Cet invité, c'est Yvan Le Bolloc. Depuis de nombreuses années, le comédien soutient leur cause. Ah, t'as pas du scotch, mon copain? Sinon, je reste là tout l'après-midi. Maria et Alain, ils m'ont demandé si je voulais m'occuper de la Roma Pride cette année. Et j'ai dit oui. Parce que les voyageurs, ils ont besoin d'être représentés. Ils ont besoin de faire valoir leurs droits. C'est un gitan qui a une vraie conscience politique. Voilà. Et c'est bien que la communauté, elle soit représentée par un mec comme ça. Voilà. Les heures défilent et le public afflue pour célébrer la diversité et la culture des gens du voyage. Je suis très ému de savoir qu'il y a toutes les ethnies rassemblées ici et qu'on est en toute fraternité, sans distinction, sans rien, aucune barrière. Même la population sédentaire me fait bien chaud au cœur parce qu'ils sont venus partager un moment de bonheur avec nous. Et c'est le message qu'on va transmettre, qu'on va passer justement. Fais-nous une chanson, Alain. Non, je ne sais pas chanter. Chante pour moi, Payou. Oh, Les concerts et les spectacles s'enchaînent sans interruption. Et parmi les participants, nous retrouvons la famille Romanès, également présente sur le plateau de notre émission. C'est vraiment une réussite pour nous. Oui, c'est vraiment une réussite pour nous cette journée. On est les dépositaires de cette sagesse et cette tradition. Alors il faut qu'on le fasse encore, qu'on continue. Je suis content que vous soyez là, c'est un moment très émouvant pour moi. Fils et filles du vent, gadgets, militants, sympathisants, bienfaiteurs,
et tous ceux qui refusent cette discrimination. Merci, merci pour votre soutien. Que ce moment passé avec nous vous transporte dans un monde d'amour, de solidarité et de partage. Merci. Aujourd'hui, je suis fière de mon mari. Ce combat qu'il mène depuis longtemps et qui fait comprendre à beaucoup de gens que pour lui, tous les gens du voyage, il prend parti de tout le monde. Je suis très fier d'avoir mis ce projet en place. Le succès qu'a eu la Roma Pride cette année a été vraiment au-delà de ce que j'espérais. C'est extraordinaire, quoi. La Roma Pride. Alors, ça fait 3 ans, donc c'est la 3e édition. C'est la 3e année, oui. Comment? La Roma Pride, c'est la 3e année. Ça veut dire quoi, la Roma Pride? Alors, la Roma Pride, bien sûr, ça veut dire l'homme fier. Bien déjà, sûr, on ne savait pas, nous. Voilà, il vaut mieux quand même le préciser. Et on a organisé ça avec le concours aussi du mouvement antiraciste, qui est européen aussi. Et c'est le moyen de diffuser, d'informer, de partager et surtout de vivre un moment de convivialité par le biais de la festivité, donc de la musique. À l'occasion, donc, surtout à Paris, et de savoir que c'est pour rassembler tous ceux qui souffrent dans les inégalités, l'exclusion et tout ça. Il y avait combien de personnes cette année? On était un peu plus de 1000 cette année. Oui. Ouais. Bien. Oui, c'est très bien. Ça augmente chaque année? Alors, il ne faut pas oublier qu'on l'organise aussi dans 15 pays de l'Union européenne en même temps. Hein. Tous les ans, ça prend des proportions un petit peu plus importantes. Et dans les autres pays, il y a plus de monde qu'en France? Pareil, il faut soit c'est des marches, soit... Mais comment dire, le Conseil européen a été très attentif, si vous voulez, un petit peu à cette directive, parce que cette année, il nous soutient encore plus que les autres, quoi, parce que voilà. Est-ce que vous avez senti des retombées positives après la diffusion de l'émission? Est-ce que les regards commencent à changer? Pour ma part, oui. Personnellement, Marianne dira aussi quelques mots parce que je pense qu'on a été confrontés, si vous voulez, à avoir du public chez nous et chacun est venu spontanément, quelque part, un petit peu, dans toute la joie, nous porter le soutien en disant c'est très bien l'émission. Bon, c'est dommage qu'on n'en a pas assez dit. Ce sera pour la prochaine fois, mais on a compris quand même que l'émission, à travers cette émission, on a pu porter aussi un message de cette composante qui sont un petit peu ces gens du voyage, qui sont un peu mis à l'écart, mais aujourd'hui, grâce à l'émission, on a pu la mettre en avant. Maria? C'est ce que je disais dans le reportage, que les gens sédentaires, parce qu'on va dire qu'on est assez jugés quand même, qui viennent boire un verre avec nous, quand les enfants sont à l'école, qui viennent connaître les parents, qu'il n'y a pas assez de communication entre les sédentaires et les gens du voyage. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de... C'est le message que l'on passe à travers nos rôles de militants, quelque part, comme ce moment festif, c'est justement de partager, de savoir que tout le monde, tous ceux qui sont là, hormis nos ethnies, bien sûr, qui sont représentées, mais aussi que tout le monde sédentaire qui ont envie de se rapprocher, soit là, partager un moment avec nous. Alors, vous n'allez plus nous quitter parce que vous allez bientôt fêter vos 40 ans de mariage, tous les deux. Est-ce que vous avez une idée, Maria, de ce à quoi vont ressembler vos noces de... C'est quoi les 40 ans? Noces d'émeraude, je crois. Alors, je ne peux pas vous dire, c'est une surprise qu'on va me faire, mais quoi, je suis au courant de rien. Qui va la faire, la surprise? Bon, je pense que ça va être de la part des enfants, voilà, je n'ai aucune info. Est-ce que vous acceptez qu'on soit là? Alors, je vais vous finir pour vous le dire. Voilà, donc moi, j'organise, c'est vrai que j'organise un moment festif du côté de Montauban, d'ailleurs. J'invite tout le monde à venir nous rejoindre, autant les sédentaires que les gens du voyage, et surtout Antenne 2, hein, pour que l'histoire continue. France 2 maintenant, c'est devenu France 2, excusez-moi, pour que l'histoire continue, ça va de soi, et partager ce moment, comme je l'ai dit, festif, dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, écoutez, on sera là pour... filmer. Vous savez, quand tout à l'heure on a parlé de maison, on a acheté une maison, c'est vrai, du côté d'Agen. Pourquoi cette maison? On l'a achetée justement pour poser ce fameux livret de circulation qui nous poursuit encore et que j'aimerais que vraiment ça disparaisse de tous les gens du voyage. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Vous voulez bien? Tenez, restez assis. Je vous l'emmène. Voilà.
Merci. Donc, nos caméras seront là pour cet anniversaire. C'est Noces d'Émeraude. On avait mis pareil, il fait pareil. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. Merci d'être revenus nous voir tous les deux. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Mon troisième petit garçon a dû être hospitalisé à l'âge de 4 mois parce qu'il vomissait beaucoup. Je suis descendue jusqu'à 38 kilos il y a un an de ça. J'ai toujours eu des paquets de gâteaux sur la table de nuit, petite. Il y en a qui ont peur des araignées. Ben, moi, j'ai peur de vomir. Ils ont un problème avec la nourriture. Toutes les nuits, elle se lève dans un état de somnambulisme et elle mange. Sur 15 réveils, je me rappelle une fois, peut-être. En pensant très fort à ma phobie, ben, je me rends malade, en fait. Il a peur. Peur de quoi? De goûter. Un trouble de l'alimentation qui leur gâche la vie. Je pars en crise, je peux me taper la tête dans les murs jusqu'au moment que ça s'arrête. Quand j'ai pris du poids, j'avais l'impression qu'on m'aimait plus. Et puis moi, je l'aime pas non plus, quoi. Si il doit aller dormir chez un copain, il n'ira pas. Parce qu'il va y avoir le repas du soir. Plus que de la culpabilité, c'est de la honte. C'est horrible, quoi. Au début, je pensais que j'étais un peu folle. Et là, quand j'ai vu les gens qui éprouvaient cette peur, je me suis dit, bon, voilà, je suis quand même pas toute seule.